Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre talk qui s'intéresse au monde de la tech, Technominds. Alors aujourd'hui, nous allons explorer les technologies immersives comme la réalité virtuelle, la VR et la réalité augmentée, la XR. Alors ces innovations ouvrent vraiment la voie à des concepts aussi fascinants par exemple que le métavers, un univers numérique en pleine évolution, mais il faut l'avouer qu'il peine un peu à faire sa place auprès du grand public. Alors si toute cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est en live sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn également. Alors j'ai toutes les plateformes qui sont ouvertes ici juste à côté de moi, donc n'hésitez pas à interagir avec nous, à poser vos questions, à donner votre opinion. Et j'essaierai de relayer un peu avec nos invités ici aujourd'hui sur le plateau. Et justement, nos invités, je vais vous les présenter. Juste à mes côtés, Thomas Kupski, responsable stratégie digitale et expérience immersive chez Deloitte, expert en adoption des nouvelles technologies dans le monde professionnel, c'est ça? Exactement. Donc, mon boulot, c'est d'accompagner nos clients dans l'adoption et l'exploration de ce que la réalité étendue, la XR, peut leur amener, que ce soit au niveau formation, au niveau amélioration de la productivité dans les entreprises manufacturières, par exemple. Application au quotidien, même de l'entreprise. Exactement. Ou encore support pour tout ce qui est vente et marketing. On aura l'occasion de reparler de immersive storytelling. Eh ben voilà, parfait. Alors juste en face de moi, Charlotte Benedetti, directrice donc du pavillon ici à Namur, le lieu de référence en matière de culture numérique dans la capitale wallonne. Alors justement, le pavillon qui accueille dès demain, ouverture au grand public, aujourd'hui soir vernissage, une nouvelle exposition, d'autres mondes sont possibles. Alors en deux mots, rappelle-nous le pavillon et cette exposition alors. Alors le pavillon, c'est effectivement le nouveau lieu de référence en culture numérique et qui se situe à Namur, sur l'esplanade de la Citadelle. C'est un lieu qui est géré par le KIC, qui a son KIC Festival, qu'on connaît bien, et qui depuis 10 ans explore les cultures digitales. Et le pavillon, c'est un lieu permanent qui nous permet d'aller plus loin et d'explorer sur le long terme, avec des projets qui peuvent durer, cette exploration technologique. Et donc d'autres mondes sont possibles. Cette fois-ci, on s'intéresse justement aux technologies immersives et on regarde la manière dont les artistes et les ingénieurs ont rêvé ensemble la technologie avec de l'AR, de la XR, de la VR, etc. Voilà, autour de la culture, de l'art, de la narration. On en parlera encore tout à l'heure. Alors, à tes côtés, on a Maxime Cauze, chercheur postdoctorant à l'UNAMUR, spécialisé dans les technologies VR et XR. C'est ça, explique-nous un peu. Ouais, moi je suis chercheur à l'université, donc mon rôle c'est d'innover en supportant les différents pôles de compétitivité belges. Donc on en a deux représentés ici. On a Thomas qui représente plutôt le côté industriel et Charlotte qui représente plutôt le côté culturel. Et mon but, c'est de détecter leurs problèmes et d'essayer d'y apporter des solutions en faisant des études en laboratoire et puis des études sur terrain réel pour pouvoir répondre à ces problèmes et essayer de faire en sorte que la Belgique rayonne au niveau international. Voilà, trois profils bien différents et complémentaires aujourd'hui sur ce plateau, donc c'est chouette. Eh bien, on va rentrer directement dans le vif du sujet, peut-être faire un petit état des lieux justement de cette VR, de cette XR, et justement peut-être au niveau entrepreneurial, Thomas, quel est aujourd'hui l'état des lieux de ces nouvelles technologies? Est-ce qu'elles sont vraiment utilisées? Comment elles transforment peut-être le quotidien des entreprises? Alors, je pense qu'il y a eu, à peu près il y a 2 ans, une grosse vague sur le métavers. On ne parlait que de ça. On y reviendra après, d'ailleurs. Voilà, vague qui a été balayée par la vague suivante, qui était sur l'intelligence artificielle. Et on est maintenant dans une phase où, pour tout ce qui est technologie immersive, on se rend compte petit à petit que ça amène une valeur très intéressante, mais pas forcément là où on l'attendait. On attendait beaucoup de valeur ajoutée au niveau formation, et effectivement, ça arrive petit à petit, mais ce n'est pas ce que vont chercher les patrons à l'heure actuelle. Ils cherchent à avoir plus de compétitivité rapidement, vu le contexte macroéconomique, et donc ils vont chercher des gains de productivité, et donc de voir, par exemple, je mentionnais sur une chaîne de montage, comment le fait de porter un casque de réalité mixte va pouvoir aider les techniciens à être 30-50% plus efficaces pour le montage d'une grosse structure compliquée, mais également aussi dans tout ce qui est vente, support de vente, là où actuellement on voit que l'expérience devient le facteur différenciant pour permettre d'augmenter ses ventes. L'expérience immersive, c'est le stade ultime
de l'expérience parce qu'on arrive à créer, déclencher une connexion émotionnelle. Et donc, on peut aussi s'inspirer du monde culturel et artistique par rapport à ça pour arriver à créer cette connexion émotionnelle et permettre, du coup, de toucher et d'influencer la décision d'achat. Donc, il y a pas mal d'expériences qui sont en train de se déployer à ce niveau-là. Donc, globalement, je dirais qu'on est tout au début. Oui, en quelques chiffres, on ne peut pas dire que 50% des entreprises à l'heure actuelle, ou si déjà... Non, pas du tout. Donc, pour le moment, je dirais qu'il y a vraiment un certain nombre d'entreprises qui sont pionnières. Au niveau des plutôt grandes entreprises, ça devient très répandu. Elles ont leur propre équipe XR. Au niveau des PME, par contre, là, c'est vraiment quelque chose qui semble un peu anecdotique. À part certaines qui sont vraiment liées à ce domaine-là. Donc ça fait partie aussi du travail qu'on fait en collaboration avec l'UNAMUR et autres dans le contexte de consortium qui s'appelle HITT, Human Interaction Technology Transfer, qui vise à justement prendre ce qui sort de la recherche du monde académique pour l'amener vers les PME wallonnes et faire en sorte que voilà, la Wallonie puisse, comme disait Maxime, rayonner aussi grâce à ça et que ça puisse donner un avantage compétitif au tissu local. Voilà, mais justement, Maxime, dans tes recherches, quel domaine montre le plus grand potentiel de transformation, on va dire ça comme ça, grâce à la VR et à la XR peut-être? Tous les domaines peuvent voir de l'intérêt dans la XR. Je pense qu'il y a 3 choses dans la XR qui ont beaucoup marqué ces dernières années. Et Thomas en a déjà cité pratiquement les 3. Il y a le côté l'accès à l'information. C'est à partir du moment où on a besoin d'accès à l'information en temps réel et une information qui soit utile au bon moment, là, la réalité augmentée peut vraiment apporter quelque chose. On pense aux conducteurs de train, aux pilotes, etc. On pense à une cuve d'eau. Si on veut savoir la quantité d'eau qu'il y a dans la cuve, on peut avoir affiché le pourcentage, mais on peut aussi venir recolorier cette cuve avec à quelle hauteur l'eau se trouve à l'heure actuelle, par exemple. Le deuxième aspect, c'est la collaboration. Fini d'envoyer des techniciens à l'autre bout du monde. Maintenant, grâce à la jointure entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle, on arrive à replonger une personne dans l'environnement d'une autre personne. Ce qui peut faciliter beaucoup des cas de maintenance, etc., en évitant d'avoir des techniciens qui doivent parcourir le monde en avion, en train, etc. Et le dernier aspect, c'est le côté immersif, qui est là, évidemment, beaucoup porté aussi par l'art et la culture, et par le côté formation, enseignement, où le côté immersif, comme disait Thomas, c'est on atteint un paroxysme. Alors, moi, je dis toujours, oui, pour le moment, on est dans les années 90, effectivement, les années 90 de la XR, où c'est encore fort propriétaire, c'est encore très difficile de bidouiller avec et de développer des projets qui soient portés facilement. Mais c'est quelque chose qui va forcément évoluer. On l'a vu avec le smartphone, avec les ordinateurs, c'est quelque chose qui va évoluer, qui va se répandre. Mais il y aura toujours ce besoin de pourquoi faire. Il ne faut pas faire de la XR pour faire de la XR. Il y a toujours cette notion de qu'est-ce qu'elle a comme valeur ajoutée. D'autant qu'on parle de XR immersive, notamment avec des casques. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est que la XR, ce n'est pas que via des casques, ça peut être via des caves, donc des salles avec des écrans sur les murs, ça peut être des projecteurs, ça peut être le smartphone. Et donc, chaque cas d'utilisation a ses contraintes, et c'est ça qui est important, c'est de partir de ces contraintes pour définir le projet. Pas faire l'inverse, pas définir un projet, essayer de faire en sorte que ça rentre dans les cases alors que ça ne rentrera pas. Là où est toute votre recherche, d'ailleurs. Tout à fait. Justement, Charlotte, la XR, la VR, j'imagine que ça ouvre vraiment le champ des possibles pour les artistes, au niveau culturel, au niveau créatif. C'est une nouvelle forme d'expression, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Mais c'est clair que ça ouvre de nouvelles perspectives. Et d'ailleurs, justement, la curatrice Anna Bjejinska de l'exposition, elle a tracé tout ce fil depuis la Seconde Guerre mondiale, au niveau des arts visuels, au niveau du cinéma, au niveau du théâtre. Et elle a montré comment, en fait, aujourd'hui, les technologies immersives ne sont pas tombées comme ça, mais sont en fait la suite d'une continuation d'expérimentation. Et quand on pense aux frères Lumière qui ont fait entrer un train en gare et qui ont fait sursauter tout le monde, ce sentiment et ce wow effect qu'on a pu connaître, mais nous, on ne l'a pas connu évidemment, mais que les personnes qui ont vécu ce film l'ont vu, en fait, on le ressent aujourd'hui maintenant avec un casque de réalité virtuelle, avec une narration et un autre film. Et donc, en fait, il y a effectivement dans ces outils une exploration incroyable pour continuer à immerger en fait le public dans une expérience, dans une narration, dans un film.
Alors justement, ce public, est-ce qu'actuellement, le public de l'art numérique, VR, XR, est un public qui a tendance à devenir un public plus large, ou est-ce qu'on est encore sur un public un peu plus de niche? Moi, j'ai l'impression qu'on reste encore un peu sur un public de niche, mais comment on fait justement pour ouvrir cet art au plus grand nombre? Bah justement, en faisant une exposition, j'espère en tout cas dans cette formule qu'elle aura cet impact et qu'elle pourra apporter cette possibilité de découverte. Je pense que cette exposition-ci, on ne pouvait pas la faire ailleurs qu'à Namur parce qu'elle a vraiment cette volonté d'ouvrir à tous et de donner les clés. Il y a vraiment un cheminement très pédagogique aussi dans la manière de rentrer dans l'exposition. Il y a ce fil plus historique qui permet de contextualiser et puis on va vraiment explorer à travers le travail d'artiste, la réalité augmentée, des installations qui sont effectivement des installations physiques où on a une projection du son immersif, donc on n'est pas forcément avec un casque, mais de nouveau, c'est aussi un élément immersif. Et puis, on va explorer aussi la réalité virtuelle avec différentes expériences qui vont chaque fois, en fait, aller dans un domaine différent. C'est-à-dire, il y aura du documentaire, il y aura du film animé, il y aura de la vulgarisation scientifique. Et donc, il y a un peu ce panel très large qui permet au grand public de comprendre, de découvrir, d'avoir une exploration critique, ludique, curieuse de ces technologies qui, en effet, ne sont pas dans les mains de tout le monde en ce moment. Et voilà. Justement, maintenant, ça fait quelques années que le pavillon est ouvert. Est-ce qu'on sent que le public change un peu? Est-ce qu'il y a d'autres personas, si on peut dire ça comme ça, dans un langage un peu plus marketing, qui poussent la porte du pavillon, alors que c'est plutôt technologie en premier, quoi? Alors, c'est technologie en premier, mais pas tant que ça, parce qu'on a ce croisement au sein du KIC entre les arts, les sciences et les technologies, qui fait qu'en fait, à chaque projet, on déplace le curseur et à chaque fois qu'on déplace le curseur, l'avantage, c'est qu'on touche aussi de nouvelles personnes. Et ce qui est très gai et très beau, c'est que ces nouvelles personnes nous font confiance et reviennent sur d'autres projets. Donc je pense que de cette manière, on arrive à croiser de nouveaux publics qui se rencontrent, qui découvrent des projets inattendus. Je pense que le public qui va venir découvrir cette exposition et qui a vécu la précédente, qui était beaucoup plus scientifique, va découvrir encore de nouvelles perspectives. Et on va également toucher un public qui va venir pour les expériences immersives parce qu'ils sauront que ces expériences sont là. Donc oui, le public du pavillon évolue aussi parce que nos projets sont chaque fois différents et tentent vraiment justement d'explorer tous ces concepts qui sont extrêmement nouveaux, justement. Voilà. Alors, on parlait de concepts nouveaux. On a beaucoup entendu parler du métavers à coup de grandes annonces à un moment, en parlant justement d'immersion. Et alors, ça a été entre promesses et scepticisme, j'ai l'impression, il y en a toujours un peu là-dedans. Est-ce qu'on peut dire, donc, oui, on peut dire que la VR et la XR ont un peu pavé les voies du métavers, mais pourquoi, malgré les grands effets d'annonce, ce concept peine à prendre, selon toi, Thomas? Enfin, c'est mon point de vue à moi, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup entendu parler, puis tout d'un coup, pouf, on n'en entend plus parler. Non, effectivement, il y a eu un effet important de la part d'un acteur qui est Meta, anciennement Facebook, qui a changé de nom parce qu'il était en perte de vitesse par rapport à son actionnariat. Il y avait un besoin de rassurer les marchés en disant on va déjà travailler sur the next big thing, et donc le métavers. Selon moi, cet avis n'engage que moi, mais ils sont arrivés avec un cas d'utilisation de réseau social en 3D qui était peut-être intéressant conceptuellement, pendant une période Covid, on avait besoin de se rencontrer, mais qui arrivait un peu trop tôt par rapport au reste des usages. Et donc, il n'a pas rencontré le succès espéré malgré les grandes campagnes de communication. Et il y a aussi eu un amalgame de la part de tout un chacun entre le métavers et Meta. Alors que Meta, c'est juste une des plus de 100 plateformes qui présentent des environnements virtuels persistants dans lesquels on est représenté avec un avatar et on peut interagir avec d'autres personnes représentées avec des avatars ou des objets, ce qui est la définition du métavers. Mais donc, à l'heure actuelle, il y a encore un certain nombre de métavers qui existent, mais avec une utilisation qui est limitée pour ce qu'on a en tête. Ce qu'on oublie par contre, c'est que d'autres plateformes qui sont, elles, très utilisées, je pense à Roblox, par exemple, où c'est à peu près 250 millions d'utilisateurs actifs par mois. Alors,
peut-être que pour certains, c'est un jeu pour enfants ou pour ados, donc ça ne fait pas partie de l'imaginaire qu'on a du métavers. On imagine plutôt un endroit où on va pouvoir rencontrer ses amis un peu à la Second Life qu'il y avait il y a 20 ans. Mais Roblox, c'est un excellent exemple d'un univers 3D persistant dans lequel il y a des millions d'utilisateurs. Et ces millions d'utilisateurs, demain, ce sera des citoyens. Et des citoyens qui seront... qui auront été baignés là-dedans. Qui auront été baignés là-dedans et qui vont s'attendre à interagir dans un univers en 3D, que ce soit avec des administrations, que ce soit avec des entreprises, que ce soit avec d'autres personnes. Et donc, la question, ce sera comment les entreprises, les administrations vont s'adapter à ces futurs usages, ou usages espérés ou attendus de la part des citoyens de demain. Du point de vue du chercheur, juste en face, le métavers et ce sentiment de flop. Oui, mais je pense qu'il y a deux grosses raisons qui ont poussé ce flop. La première, c'est, on l'a dit, il y a un problème sur les use cases, sur le besoin de ce genre. Et je pense qu'ils sont un peu perdus dans les besoins qu'ils proposaient au niveau de ce métavers. Et ensuite, il y a une deuxième chose, on est influencé par la pop culture et par tous ces films et toutes ces séries autour de, justement, d'univers métavers avec hyper réaliste, où on ressent chaque objet, où on ressent le vent sur la joue, etc. Et ça, on n'en est pas encore capable. Et là, ça pêche parce que dans l'imaginaire des gens, quand on leur dit métavers, ils pensent tout de suite à ça. Alors que non. Les attentes sont trop hautes. Les attentes sont hautes. Et si tu me permets d'intervenir là-dessus, en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, pourquoi des plateformes comme Roblox fonctionnent bien, c'est parce que les graphismes sont assez simples, c'est presque du dessin animé, mais donc techniquement derrière, en termes de puissance de calcul, pour permettre à 250 millions de personnes de pouvoir parcourir ces mondes, c'est relativement rentable pour les sociétés qui sont derrière par rapport à l'argent qu'elles génèrent, notamment au niveau des revenus publicitaires ou d'achat de skins et autres éléments. Par contre, pour des environnements hyper réalistes, ça existe déjà des plateformes de type métavers hyper réalistes, mais le problème, c'est le coût qu'il y a derrière et l'incapacité à rentabiliser ça pour le moment, à part quelques marques de luxe qui peuvent se le permettre plutôt pour une question d'image, mais ce n'est pas à la portée de tout un chacun, de n'importe quelle entreprise, de pouvoir se payer cette espèce de... Pour elle, c'est probablement une sorte de futur espace de marque qui est l'extension de ce qu'elles ont actuellement en termes de site web et présence sur les médias, les réseaux sociaux. Le futur réside vraisemblablement dans cet espace de type métavers, mais il va falloir attendre que les coûts diminuent. Et pour ce sujet, l'espoir qu'il y a, c'est que grâce à l'IA, on puisse d'une part optimiser l'affichage, mais aussi la génération de contenu, les puces, et que globalement ça permette d'avoir des coûts abordables. Et c'est ça qui va véritablement permettre un développement, parce que là on aura la qualité visuelle attendue. Alors pour le retour haptique de la brise sur la joue... On en reparlera tout à l'heure aussi. Voilà, ça prendra peut-être encore un peu plus de temps, mais en tout cas il y a un peu d'espoir par rapport à ceux qui croient au métavers. Oui, tout à fait. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il faut du coup redescendre un peu nos attentes et se dire le métavers ne fera pas tout, mais il fera certaines choses. Ça peut représenter les bureaux d'une société et chacun est chez soi avec son casque et on est ensemble dans le virtuel. Alors évidemment, ça pose plein de questions. D'accès à la déconnexion. D'accès à la déconnexion, voilà, c'est effectivement le bon terme. Et est-ce qu'un ami virtuel est un ami réel? Bon, on joue sur des aspects de la rencontre et de la... C'est un peu plus philosophique, mais c'est vrai que la question se pose aussi. Voilà, et ça, il y a encore des études qui doivent être menées là-dessus. Et ensuite, moi, en tout cas, dans ma recherche, quelque chose que j'essaye beaucoup de pousser, alors on ne l'appelle pas métaverse, mais pour moi, ça en fait un peu partie, c'est l'utilisation de la réalité augmentée dans la vie de tous les jours, en permanence, qu'on soit chez soi, dans le magasin, à son boulot ou ce genre de choses. Et ça, dans la littérature, on remarque ces dernières années beaucoup de chercheurs qui commencent à se préoccuper de cette problématique parce qu'on suspecte que ça pourrait effectivement bien arriver dans notre société. Alors, à l'heure actuelle, il y a plein de problèmes à cette approche, des problèmes techniques, bien évidemment, je l'ai dit, au niveau de l'AXR, on n'est pas encore au point, et Thomas est tout à fait d'accord avec moi là-dessus.
Mais aussi des aspects éthiques, légaux, médicaux. Porter un casque, alors ce ne serait peut-être pas les casques qu'on connaît actuels, ça pourrait être les lunettes telles que je les ai sur la tête. Mais et les lunettes connectées déjà à l'heure actuelle qui font un flop aussi, ceci dit. C'est avoir ça toute la journée sur la tête, quel impact ça peut avoir sur notre santé. Et puis des questions écologiques aussi. Et puis il y a le confort d'utilisation aussi, je veux dire, quand on va sur un site, déjà bêtement un site internet, il faut qu'il soit ergonomique pour qu'on ait envie d'y rester. Enfin, je vois le site du pavillon, on met beaucoup de budget là-dedans aussi pour qu'il y ait cet attrait. J'imagine que dans la XR, dans la VR, le métaverse, c'est aussi ça, c'est le côté ergonomique de l'utilisateur. Oui, et ça, on doit redéfinir toutes les règles. Parce que ce qui s'affiche sur un casque ne s'affiche pas de la même manière que sur un écran. Et donc là, on doit redéfinir toutes les règles. Et ça, il y a beaucoup de recherches forcément qui sont menées là-dessus. On commence à voir sortir des outils pour justement aider les sociétés à développer correctement justement améliorer cette ergonomie en faisant attention à l'utilisateur et dans le contexte dans lequel il s'inscrivent. Mais ce sont des contextes qui sont très compliqués. Et qui varient en fonction de la technologie utilisée. Les casques à l'heure actuelle, on parle beaucoup des casques VR qui fonctionnent avec des écrans, mais en industrie, on privilégie les casques avec des écrans transparents, donc des effets de combinaison de lumière, et donc à ce moment-là, on ne peut plus faire ce qu'on veut, un texte noir ne peut plus s'afficher. Mais le problème, c'est que le noir a peut-être une signification dans l'industrie, et donc on doit potentiellement aussi revoir les codes couleurs des industries, etc. Et donc, inclure cette technologie-là va nécessiter aussi du temps d'acclimatation des secteurs qui seront impactés pour remettre en place toutes les règles et tous les standards qui ont été définis pour d'autres technologies. La XR, c'est un média qui n'est pas le même que le smartphone classique ou que l'ordinateur. Et pour en revenir au métavers, est-ce qu'on pourrait se dire que ce serait plus facilement adoptable par le monde entrepreneurial que le grand public, en se disant que là, il y a je pense à la médecine, etc., des applications peut-être beaucoup plus tangibles pour elle que la personne lambda qui, elle, le ferait un peu plus par le côté ludique et qui finalement décroche plus rapidement. Est-ce que il n'y a pas des domaines comme ça où le métavers serait vraiment une opportunité? Si, la médecine, et de manière générale, ça va permettre de ramener à soi et à la maison beaucoup de choses pour le moment qui sont accessibles qu'en se déplaçant dans des services médicaux, etc. Ça, on va pouvoir le ramener à la maison, mais il va falloir de nouveau mener les études pour voir les effets positifs comme négatifs de ces technologies-là. À l'heure actuelle, ces technologies sont beaucoup utilisées pour le retour au bien-être, en replongeant les gens notamment dans la nature ou dans des environnements moins nocifs, on va dire, à leur santé. On voit des effets positifs, mais on est encore sur des études pour essayer de déterminer à quel point c'est possible, quels sont les enjeux derrière tout ça. Parce qu'il ne faut pas non plus négliger la part des experts dans le suivi médical, etc. Il ne faut pas dire, pas parce que tu as un casque de verre et que tu peux te plonger dans la nature 10 minutes par jour, tu ne seras plus malade. Non, il y a quand même derrière des experts qui doivent nous guider, et ça, il ne faut pas les perdre non plus. Et donc, je pense que la société va évoluer petit à petit avec son rapport à la technologie, comme elle l'a fait avec l'ordinateur et le smartphone, mais ça va se faire petit à petit et à chaque fois en fonction. Alors évidemment, certains profils seront plus amenés à aller plonger plaisir d'avoir des casques. Et puis il y a des gens qui vont avoir freiné un peu plus des cas de fer, et je pense qu'il faut tenir compte de chaque profil dans cette transition sociétale. Et au niveau plutôt artistique, culturel, créatif, comment les artistes intègrent-ils le métavers dans leur création? Est-ce qu'on sent que le métavers a pris une place, ou là aussi ça a du mal à se faire une place? Alors, je crois que la question, je ne la poserai pas de cette manière, parce qu'effectivement, les artistes vont plutôt utiliser une technologie au service de leur projet et ne vont pas forcément se dire il faut que je rentre dans le métavers doit se faire une place. Ce qu'on voit par contre, c'est que dans le champ notamment du cinéma, les expériences, le récit numérique est en train de prendre une place qui, on le voit dans des festivals comme par exemple Cannes. Cannes est en train de développer un Cannes immersif, la Mostra de Venise également. Et donc on a des formats maintenant dans les festivals de cinéma qui sont des formats immersifs, des formats de compétition. Anna Brzezicka, la curatrice, était anciennement la curatrice du Tribeca Festival
Festival, fondé par Robert De Niro et Jeanne Rosenthal après les attentats du 11 septembre. C'est une plateforme de cinéma et de récits numériques et de récits immersifs. Donc on voit que dans la création, il y a effectivement une place pour la narration immersive qui commence à se faire et qui, effectivement, n'est pas encore étendue. Il y a des salles de cinéma qui proposent des expériences au casque, à voir si ça a un intérêt aussi de se poursuivre. Je pense que la question qui sous-tend aussi vraiment toute cette discussion, c'est vraiment la question de l'usage. Et de nouveau, c'est ce qu'on disait par rapport à une technologie qui se développe de la même manière que les smartphones, de la même manière que d'autres avant. C'est qu'en fait, ce sont des technologies qu'il faut pouvoir questionner, interroger. Et c'est aussi un des objectifs de ce lieu qu'est le pavillon. C'est qu'en fait, à un moment donné, c'est intéressant d'avoir un espace physique dans lequel on peut se retrouver, dans lequel on peut tester ces technologies, les explorer, les critiquer, les découvrir, être curieux, mais d'avoir un espace collectif aussi où on le fait et de ne pas juste résumer à la sphère intime l'usage d'une technologie qui peut à ce moment-là aussi dépasser le cadre en fait de chaque usager, l'usage aussi et la juste mesure de toutes ces technologies et de comment en fait finalement on les met en place. Mais dans l'aspect créatif, il y a justement énormément de choses à prendre dans ce secteur parce que des artistes et des ingénieurs collaborent depuis des années et des années avec les technologies et donc posent un regard critique aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Justement, généralement, les artistes, on le voit beaucoup avec le KIC, avec toutes les expositions du pavillon, posent un regard, utilisent ces nouvelles technologies tout en posant un regard critique par rapport à ça. Il y a toujours une réflexion autour de chaque œuvre, généralement. Oui, parce qu'en fait, la force, et j'en suis persuadée, c'est ce croisement de disciplines. C'est le fait, comme aujourd'hui, on est différents secteurs réunis et on échange et on discute sur nos particularités. Quand des ingénieurs, des scientifiques et des artistes travaillent ensemble, ils ont des visions différentes et parce que ça permet aussi d'explorer. Et le titre « D'autres mondes sont possibles » de l'exposition, c'est aussi ces capacités que les artistes ont eu et ont toujours d'explorer d'autres réalités grâce à ces outils, de nous permettre aussi, par exemple, de comprendre des mystères de l'univers, du cosmos. Je parlais de vulgarisation scientifique, il y a une expérience qui nous permet de rentrer en contact. Et donc, on n'en a pas encore parlé, mais ces technologies aussi, sur le champ de l'apprentissage, elles ont beaucoup à apporter parce qu'elles peuvent amener vraiment une immersion et une connexion qui est différente de ce qu'on a pu explorer avant avec d'autres médias. Une formation peut-être beaucoup plus pratique et moins théorique et plus dans l'apprentissage direct grâce au VR. Alexia, j'imagine qu'à l'UNAMUR, en plus, il y a un nouveau département, un nouveau cours qui est donné aussi sur tout ce qui est nouvelles technologies, IA, etc. Voilà, votre côté chercheur, c'est aussi ça. Oui, et c'est très intéressant ce que disait Charlotte, parce qu'effectivement, ce qu'on aime beaucoup avec les artistes, c'est qu'ils sont capables de casser les codes. Et quand on a une nouvelle technologie, en fait, c'est ce qu'on doit attendre. C'est casser les codes et pas refaire ce qu'on a fait la même chose avec le smartphone ou avec d'autres technologies. Et quand on essaye de faire la même chose, on se rend compte que ça ne marche pas. Forcément, ce n'est pas le même média, donc il y a des nouveaux codes à réétablir. Et ça, les artistes le font très bien. Et l'IA peut effectivement venir beaucoup aider. Donc, ça, c'est mon opinion, qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, mais la XR est un très bon vecteur, notamment pour l'IA. Et notamment, pour pouvoir évoluer, va avoir besoin de cette IA dans certains aspects, pour pouvoir fonctionner correctement et permettre tout, d'une certaine manière, permettre l'impossible. C'est un peu décontenançant. Hein, Je vois que tu acquiesces, Thomas, par rapport à l'IA et VRXR. Oui, non, clairement, parce que l'IA, en tant que telle, elle peut être utile par rapport à des tâches qu'elle va pouvoir faire en arrière-plan et après donner des réponses. Mais quelles sont les interfaces qu'on a pour interagir avec l'IA ? On connaît tous ChatGPT, textuel ou vocal, mais derrière, en termes de visualisation, pour le moment, ça reste assez classique. Dès le moment où la visualisation devient immersive, moi, je crois qu'on va de plus en plus vers un monde où, en fait, tout ce qui était auparavant rangé dans des silos, la VR, la réalité augmentée, le métavers, etc., tout ça va finir par se combiner. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la VR avait globalement deux problèmes. Un, elle isolait, dans le sens où quand j'ai mon casque... Vous coupez des interactions physiques, en tout cas. Je me coupe des autres. Deux,
je ne sais pas non plus, j'ai peur de me blesser, est-ce que je vais me déplacer? Donc ça isole de son point de vue, son propre point de vue, mais du point de vue des autres aussi. Là, on voit qu'avec des nouveaux casques maintenant de réalité mixte, alors oui. J'en ai pris un avec moi aujourd'hui, il n'est pas encore disponible en Belgique, mais il a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'Apple Vision Pro. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors déjà, Apple a redéfini le vocabulaire, on parle de spatial computing. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a la puissance d'un ordinateur là-dedans. Ce qui amène une qualité graphique qui est bluffante, dans le sens où on va voir son environnement à travers le casque, et on va pouvoir avoir des éléments digitaux qui sont intégrés, mais à un certain moment, c'est difficile de faire la différence entre ce qui et ce qui est ajouté de convection. Ça amène deux choses, cet élément-là, par rapport à ce sentiment d'isolement. De un, et je vais le mettre tout à l'heure, vous pourrez voir mes yeux sur le casque, donc vous aurez déjà un peu plus l'impression que je suis avec vous, un peu plus. D'autre part, moi, je vous vois, je continue à vous voir. Il n'y a plus cette coupure. Il n'y a plus cette coupure. Et donc, on voit que petit à petit, on est en train d'aller... Alors, c'est clair qu'on n'est pas encore à des lunettes classiques qui offrent déjà cette richesse d'interactivité, d'affichage en couleur, parce que la miniaturisation va encore prendre des années. Mais on est sur ce chemin-là. Et ce qu'on voit aussi avec Apple, si on prend son premier iPhone... Bon, il y avait quelques concepts intéressants, mais tout le monde avait peur de ne plus avoir de clavier et plus avoir de boutons. Et donc, il a fallu attendre... Aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Oui, l'iPhone 3 ou 4 pour que ça commence à devenir quelque chose qui rentre dans l'usage courant. En fait, ici, c'est la même chose. Essaye-le, moi, je suis curieuse. Je ne l'ai pas encore vu porter. Et donc, voilà, moi, je vous vois. Alors, il est en train de reconnaître mes yeux. Donc, normalement, vous devriez voir les miens maintenant. Ah oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que moi, je vous vois comme si je n'avais pas ce casque. Bon, et alors, j'ai mon menu. Ce casque-là aussi, c'est qu'on peut naviguer avec les yeux. D'accord. Donc, il suffit que je regarde une app pour la lancer. Ce qui est un peu particulier, un peu perturbant au début. Il faut s'habituer. Mais entre ce qu'on voit dans la réalité et la réalité virtuelle, il faut pouvoir jongler. C'est deux choses qui vont finir par être indistinctes. On le voit déjà, même avec des graphismes qui ne sont pas excellents. Les gens, quand ils sont plongés dans ce genre d'environnement, ne sont plus capables de savoir si la table elle était réelle ou pas. Alors nous, quand on est expérimentateur, forcément, on récupère le participant avant qu'il fonce dedans. Mais eux, quand on leur pose la question après, ne sont plus capables de faire la distinction. Et ce qui était très intéressant, c'était cette notion de case. Et cette notion de case, elle a la réalité augmentée sur smartphone et les casques. Et quand on regarde la littérature scientifique, ça a toujours été un spectre, un continuum entre le réel et le virtuel. Et la réalité mixte, à la base, c'était cet ensemble de continuum. Et on disait qu'on était dans la réalité augmentée, qu'on avait plus de réel que de virtuel. Et on était dans la virtualité avancée quand on avait plus de virtuel que de réel. Mais c'était toujours un spectre. Et ici, dans l'entreprise, on commence, comme dit Thomas, à venir se remettre sur ce spectre en disant, en fait, on ne fait plus la distinction, on permet les deux, limite avec une roulette ou avec des applications à lancer. Alors tout ça, c'est visuel, c'est auditif, et on parlait du côté haptique tout à l'heure. Donc c'est simuler plutôt, du coup maintenant c'est la sensation, le toucher, la sensation tactile. Mais justement, c'est essentiel quand même pour renforcer ce côté immersif. Mais quelles technologies actuelles permettent justement, est-ce qu'on a déjà des technologies qui permettent vraiment de simuler ces sensations tactiles ou pas? Alors, juste avant de parler du tactile, l'immersif, c'est tous les sens. Donc, on travaille aussi forcément sur l'odorat, enfin, tous les sens. Mais alors, sur le tactile, on a des technologies qui tentent de reproduire ces effets tactiles. On a plusieurs approches qui sont possibles. On a l'utilisation de matériel, par exemple, comme des gants qui vont faire des vibrations ou des effets électriques sur la peau pour essayer de dire, attention, là, tu as saisi quelque chose, même si tu saisis du vide. Ça, c'est une approche que des sociétés essayent de beaucoup développer, des centres de recherche aussi. Et puis, on a d'autres approches qui vont essayer plutôt de tromper le cerveau. Par
exemple, on va prendre une pomme. Alors la pomme, elle est ronde, mais au moins on a quelque chose en main qui est dur, qu'on peut pas écraser. Et ça va nous permettre de simuler le fait qu'on saisisse quelque chose dans le virtuel, par exemple. Et donc, essayer de tromper le cerveau en lui faisant tenir quelque chose qui n'est pas exactement l'objet, mais qui permet d'avoir ce retour de force quand on le serre. Et puis, on peut jouer sur les autres sens aussi pour essayer de tromper le cerveau à l'avance. Plus on fait un mur réaliste, moins on aura envie de taper dedans, parce qu'on se dit on va avoir mal, donc on va y aller calmement. Et si on y va calmement, on ne va pas commencer à le transpercer. Et donc on va venir poser la main dessus, et naturellement, le cerveau va se dire c'est un mur. Et donc forcément, j'ai l'impression d'avoir une surface, alors que je ne l'ai pas forcément. Et donc on va jouer sur tous ces aspects-là pour réussir à atteindre un niveau d'immersion maximum. Mais on n'est qu'au balbutiement. Oui, au niveau peut-être entrepreneurial, j'imagine qu'on n'est pas encore du tout là-dedans, ou certaines entreprises quand même, de par leur secteur. Certaines entreprises, mais après je pense que il y a toujours cette question du pourquoi. Oui, c'est ça, c'est la question. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir ce retour haptique? Pour le moment, et alors, je reviens là-dessus, mais ce qui est assez génial, c'est qu'il y a non seulement une immersion visuelle, mais il y a aussi une immersion sonore. Et donc, pour le moment, les cas d'utilisation de ça, alors au niveau grand public, ça va être essentiellement l'équivalent en écran IMAX avec un son Dolby Surround autour. Mais c'est tellement bien fait, avec une telle qualité que c'est merveilleux. Et on peut même le partager avec quelqu'un virtuellement. Pour regarder un film avec son conjoint qui est peut-être dans un autre pays. Du monde. Un autre cas, c'est par exemple tout ce qui est décoration d'intérieur. Je suis en train de me projeter, je viens d'acheter un appartement, comment je vais le conceptualiser? On peut projeter des surfaces, des meubles, taille réelle, et après, en gros, il ne reste plus qu'à appuyer sur un bouton, les commander et les monter. Mais donc, ça, c'est le type de cas d'utilisation qui arrive maintenant et qui est suffisamment abouti pour que ça fonctionne extrêmement bien, il n'y a pas besoin de plus. Au niveau entreprise, je parlais tout à l'heure de storytelling immersif, ça va être quoi? Ça va être la présentation d'un produit ou d'un service qui est notamment compliqué ou qui nécessite peut-être une visite d'une usine ou d'un centre de recherche et développement pour en comprendre les caractéristiques. Tout ça peut être maintenant virtualisé. Ce qui est meilleur pour la planète parce qu'on évite les déplacements, comme disait Maxime tout à l'heure. Mais on peut aussi imaginer, en s'inspirant notamment du monde culturel et artistique, créer une connexion émotionnelle qui est suffisante au niveau visuel et sonore. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin, d'avoir ce toucher? Alors oui, effectivement, pour tout ce qui est prototypage, simulation, on voit déjà qu'on se passe petit à petit des manettes, parce que ça, il fallait apprendre à utiliser ces manettes. Maintenant, on peut naviguer ici avec les yeux, avec les mains, reconnaissance des gestes. C'est suffisant, on fait un geste, ouvrir une porte, ça ouvre une porte virtuelle. Est-ce qu'on a besoin de sentir le sentiment de poignée? Pas forcément. Donc il y a vraiment cette question du pourquoi. Et donc, je dirais que ce qui drive les entreprises sur ce retour haptique, c'est essentiellement on va le faire si ça répond à un besoin. Et pour le moment, le besoin n'est pas vraiment là, à part, comme je disais, du prototypage. On prototype une nouvelle... On ne va pas développer pour le plaisir de développer. Il faut qu'il y ait une utilité derrière et encore heureux. Du côté plutôt créatif, est-ce qu'on sent que... J'ai l'impression que, pour avoir été régulièrement au KIC ou voir les expositions du pavillon, cette notion de tous les sens, on la retrouve souvent. Même le côté haptique, là, le toucher, la sensation. Est-ce que c'est encore le cas ici dans cette exposition ou pas spécialement? Alors, c'est vrai qu'on la retrouve souvent et qu'on a à cœur dans nos curations de mêler justement des expériences avec les différents sens. Je rejoins ce que disent Thomas et Maxime. En fait, en tout cas dans les récits immersifs, pour le moment, on est principalement sur la vue et sur l'ouïe. C'est déjà très fort et c'est déjà très immersif comme expérience. Maxime, c'est des contrôleurs ou des manettes qui vont vibrer. Ça, c'est pas mal parce que c'est vrai que ça ramène aussi la présence du corps et des mains quand on a une action à faire dans le film. Et donc, tout d'un coup, il peut se passer quelque chose où on nous demande d'interagir. Et là, les manettes vont vibrer et vont aider l'usager à en fait, se rendre compte que quelque chose se passe et à le vivre à un niveau différent.
à ce stade-ci, on n'est pas du tout, par exemple, sur les odeurs. Et dans le cas de la création artistique, le toucher des matières non plus n'est pas non plus quelque chose d'exploré. Principalement, on est vraiment sur cette question de la vue et de l'ouïe. On ne doute pas que ça arrivera très bientôt, à mon avis. En parlant de cette exposition, pour ceux qui sont intéressés de venir la visiter, eh bien, à qui elle s'adresse? On l'a entendu à tout le monde, mais voilà, quelques conseils et infos pratiques peut-être. Alors, ouvert à tous et toutes qui veulent venir voir en avant-première l'exposition. Donc à partir de demain, de midi 18h, du mercredi au dimanche, on est ouvert. La particularité de cette expo, contrairement aux autres, c'est qu'on a testé un nouveau format où il y aura une grande partie accessible gratuitement. Et donc, tout qui veut peut rentrer dans le pavillon, découvrir une série d'installations. Un pavillon café également pour se poser et profiter de ce lieu magnifique. Et puis les expériences VR sont sur créneau, sur réservation et payantes parce que c'est vraiment des expériences qu'il faut vivre. Elles peuvent durer jusqu'à 30 minutes, donc c'est vraiment un film narratif à vivre de A à Z. Et la seule chose qui est importante à savoir, c'est qu'on n'a pas parlé au niveau des âges, mais la VR n'est pas conseillée en dessous de 8 ans et il y a également des précautions même jusqu'à 12 ans. Nous, en tout cas, on accepte un billet à partir de 8 ans. Il y a, suivant les propositions artistiques, il y a des âges qui sont référencés, mais ces expériences sont possibles à partir de 8 ans et après aux parents et au public de se sentir, avec toutes les informations qu'on leur donne, l'envie de tester ce qui leur est proposé. Et donc il y a cette expérience de VR à vivre en plus des autres expériences de réalité augmentée et de réalité spatiale au pavillon. Eh bien voilà, l'invitation est lancée. Notre émission touche déjà à sa fin. Je tenais à vous remercier tous les trois pour cet échange hyper intéressant, passionnant et pertinent. Merci d'être venus aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu à tous les trois aussi. Vous avez trouvé ça intéressant? Non, pas du tout. On revient quand même. Ah, ça va alors. Super. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de votre talk qui s'intéresse au monde de la tech. En avril, nous parlerons enseignement et formation. On a parlé un petit peu aujourd'hui, donc toujours en lien avec les nouvelles technologies. On se dit à bientôt et